Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire Santé Mag pour prendre soin tout simplement de votre santé pendant ce mois sacré. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'arthrose, une maladie articulaire chronique qui touche une part importante de la population mondiale. Alors selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de 528 millions de personnes en étaient atteintes justement en 2019. Un chiffre en hausse de 113% depuis 1990. Alors, cette pathologie qui se caractérise par la dégradation progressive du cartilage et l'implication de tous les tissus de l'articulation entraîne des douleurs, une raideur, une mobilité réduite, affectant ainsi la qualité de vie. Alors, comment justement reconnaître les symptômes? Quelles sont les causes et les facteurs de risque? Et comment la réadaptation physique et l'hygiène de vie soulagent-elles l'impact de cette pathologie? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler professeur Hachmi Djoudi. Bonsoir. Bonjour plutôt, voilà. Alors, vous êtes président de la Société algérienne de rhumatologie. Vous êtes rhumatologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Avec nous aussi Dr Riyad Chihab, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous. On espère passer un bon moment. Inch'Allah, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rhumatologue, vous venez de Constantine. Marhaba bik. Tout à fait, merci beaucoup. Avec nous aussi Dr Sadia Kmoun. Bonsoir Mounia. Bienvenue à toi. Merci, ravie d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet très important. Alors vous êtes spécialiste en médecine physique et réadaptation et nutrithérapeute. Voilà. Donc aujourd'hui nous parlons de l'arthrose et comme je l'ai dit dans le préambule, alors selon l'OMS, près de 528 millions de personnes en étaient atteintes en 2019, un chiffre en hausse de 113% depuis 1990. Alors comment expliquer que l'arthrose touche aujourd'hui tellement plus de personnes qu'il y a 30 ans, professeur? C'est pas, dans un premier temps, je crois que c'est le mode de vie et puis surtout l'espérance de vie qui a augmenté. Et comme l'arthrose est vraiment plus fréquente chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes, avant 40 ans, il n'y a pratiquement pas, sauf des causes pratiquement secondaires. C'est avec l'âge, c'est un des facteurs de risque importants. D'accord. Et comment expliquer l'impact aussi, docteur Kmoun? Effectivement, donc il y a aussi tout le changement du mode de vie de la personne. On a plus de sédentarité, plus d'obésité, une alimentation aussi qui est déséquilibrée. Et tout cela est dû à tout ce qui est industrialisation de l'alimentation, de notre mode de vie en général. Exactement, le mode de vie moderne qui justement accentue cette maladie. Effectivement, d'ailleurs on voit l'arthrose chez des personnes de plus en plus jeunes aujourd'hui. D'accord. Oui, docteur Chihab? Tout à fait, pratiquement, ils ont tout dit mes collègues. Je peux juste rajouter qu'il y a également le facteur génétique qui également entre en jeu également. Il y a également le facteur pondéral parce que la plupart des gens... l'être humain d'aujourd'hui est nettement plus obèse que celui d'il y a 30-40. La surcharge pondérale cause forcément de l'arthrose, surtout le genou en général, oui. Il y a pas de genou, partout. Le genou, la colonne lombaire, les hanches, tout. Tout ce qui est porteur, toutes les articulations portantes. D'accord. Et justement, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste une explication un peu, parce qu'il y a souvent une confusion entre arthrose, arthrite, rhumatisme. On confond un petit peu tout cela. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication juste avant le reportage, docteur? Oui, la différence réside dans la clinique. Donc l'arthrose est définie cliniquement comme une pathologie, une douleur qui est mécanique. Mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est accentuée par les efforts et calmée par le repos. L'inflammation, l'arthrite, la polyarthrite, généralement, c'est une douleur inflammatoire. La différence, c'est que c'est des douleurs généralement nocturnes qui réveillent le patient la deuxième moitié de la nuit et qui s'accompagnent généralement d'une raideur matinale. Donc ça, en gros, c'est les différences sur le plan clinique. Après, il y a un petit peu la pathogénie qui est différente, l'évolution qui est différente et prise en charge également qui est différente. D'accord. Et le rhumatisme? Le rhumatisme, c'est de manière globale. Voilà. La gonarthrose ou l'arthrose est un rhumatisme. Que ce soit inflammatoire ou mécanique. La différence, si vous voulez, qui est relativement essentielle, c'est la physiopathologie qui est totalement différente. L'un, c'est une inflammation de la synoviale. Une inflammation de la synoviale qui produit des médiateurs qui détruisent l'articulation. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la synoviale?
Synovial, c'est la membrane qui est sous la capsule parce que l'articulation est entourée comme une poche. Et dans la poche, il y a une membrane qui fabrique le produit qui va nourrir le cartilage. Parce que le cartilage n'est innervé ni vascularisé, il ne reçoit rien. Il ne se nourrit que du liquide synovial. Et ce liquide synovial, il est produit par les cellules qui sont dans la membrane synoviale. Dans les arthrites, la lésion, elle siège là. Donc on produit des médiateurs, des produits qui détruisent, qui sont toxiques. Tandis que dans l'arthrose, c'est un petit peu différent. Dans l'arthrose, c'est le cartilage qui est un petit peu abîmé. On va revenir un peu sur l'explication avec des schémas justement. Voilà, l'arthrose c'est un petit peu différent. L'arthrose c'est un petit peu différent, on en parlera si vous voulez. C'est la lésion, si vous voulez, initiale, entre guillemets, siège au niveau du cartilage. Le cartilage qui est très spécial. Très spécial parce qu'il est mou, il absorbe les pressions et il est fait d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'eau, il y a du collagène pour pouvoir ramasser, pour pouvoir englober cette eau, et il y a des cellules dedans. Et ces cellules-là fabriquent aussi. D'accord ? Et ces cellules-là ont une disposition qui est variable en fonction de l'épaisseur du cartilage. Elles sont totalement différentes. Et elles peuvent être altérées de différentes manières, à la fois par la profondeur ou la superficie. On y reviendra plus en détail dans la définition, mais avant ça, je vous propose un reportage. Alors, quelle est la différence entre arthrose, arthrite, rhumatisme ? Élément de réponse dans le reportage de Yasmine Chouir. Le corps humain est fragile. Nos articulations, ces points de connexion entre les os, sont essentiels à notre mobilité. Mais pour des millions de personnes à travers le monde, ces articulations sont confrontées à des maladies douloureuses, l'arthrite, l'arthrose et les rhumatismes. Bien qu'elles soient souvent confondues, l'arthrite, l'arthrose et les rhumatismes sont des affections distinctes, mais toutes affectent nos articulations. L'arthrite est une inflammation des articulations, souvent accompagnée de douleurs vives et de raideurs. L'arthrose, quant à elle, est une dégradation progressive du cartilage qui protège l'articulation, entraînant douleurs et perte de mobilité. Les rhumatismes, quant à eux, regroupent une série de maladies inflammatoires qui touchent les tissus de l'articulation, créant une gêne constante. Ces conditions touchent principalement les personnes âgées, mais peuvent aussi affecter les plus jeunes. Vivre avec ces maladies, c'est souvent faire face à des douleurs quotidiennes qui peuvent devenir handicapantes. La raideur articulaire, la douleur aiguë au moindre mouvement, la fatigue constante, le simple fait de se lever le matin, de saisir un objet et de monter les escaliers peut devenir une épreuve. Mais au-delà de la douleur physique, l'impact est aussi émotionnel. Le moral, parfois au plus bas, peut rendre encore plus difficile l'acceptation de ces conditions de vie. Si aucune solution ne permet d'éradiquer complètement ces maladies, il existe des traitements et des stratégies qui permettent de gérer et de soulager les symptômes. Médicaments anti-inflammatoires, injections de cortisone, physiothérapie, mais aussi des solutions plus naturelles, comme l'acupuncture ou les massages thérapeutiques. L'exercice physique, bien que difficile au début, joue également un rôle fondamental. Des activités comme la natation ou le yoga, adaptées aux besoins du patient, aident à renforcer les muscles autour des articulations et à améliorer la flexibilité. Mais surtout, il est essentiel de consulter régulièrement un spécialiste pour adapter les traitements à l'évolution de la maladie. Mais au-delà des traitements physiques, il y a la question du soutien moral, que ce soit auprès des proches, de groupes de soutien ou de professionnels de santé. Être bien entouré fait une différence. Vivre avec l'arthrite, l'arthrose et les rhumatismes n'est pas facile. Mais ces maladies ne définissent pas la personne qui les porte. Par la gestion des symptômes, l'adoption de bons réflexes et l'aide d'un entourage bienveillant, il est possible de mener une vie pleine, active et épanouie. L'essentiel est de ne jamais perdre espoir et de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité pour avancer. Oui, pour avancer, mais il y a aussi un retentissement psychologique, comme on l'a vu dans le reportage. Et justement, quelles sont les principales craintes et angoisses de vos patients qui sont atteints d'arthrose, professeur Judy ? C'est le handicap. Ils ont peur d'être handicapés. Et puis, c'est la douleur. La persistance de la douleur et le fait de savoir ou de se dire je ne vais pas m'améliorer. Parce qu'au fil du temps, et l'évolution est variable.
évolution variable. Il y a des évolutions qui sont chroniques et puis les gens arrivent plus ou moins à gérer leur existence, mais il y a des poussées extrêmement importantes qui fait que c'est handicapant, on boite, on ne peut plus marcher, on ne peut plus manger, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Donc effectivement, ça retentit sur le moral. Exactement. Et l'isolement aussi, oui, docteur. Si je peux rajouter quelque Oui. chose, c'est que la plupart du temps, l'arthrose touche les personnes âgées. Oui. Et les personnes âgées sont généralement il y a plusieurs comorbidités. Ils sont diabétiques, ils sont hypertendus, ils ont de l'asthme, ils ont plusieurs médicaments. Et devant cet état-là, généralement, ils se retrouvent, ils vivent ça comme un drame. Parce que généralement, c'est des personnes seules. Leurs enfants sont partis, leurs parents sont morts, ils se retrouvent seuls face à une maladie, ils comprennent vraiment pas beaucoup de choses. Et devant généralement une restriction thérapeutique, parce que vraiment, devant des personnes qui sont multitarées, on n'a pas vraiment beaucoup de réponses, de solutions thérapeutiques. Donc c'est pour ça c'est un petit peu le drame, et ils vivent ça vraiment difficilement. Et ça se retentit sur le plan. Et généralement, beaucoup de personnes âgées font des dépressions masquées. Il faut toujours rechercher ça à travers l'interrogatoire. Et c'est pour ça qu'on recommande d'ailleurs pour la prise en charge de faire associer des personnes proches de la famille ou des tierces personnes. Oui, pour les accompagner. C'est important. Oui, docteur Kmoun. Oui, en fait, il y a certains patients même qui confondent l'arthrose aux autres maladies chroniques dont ils sont atteints. Et ils disent, voilà, moi je n'ai que des maladies qui ne guérissent pas. Alors que c'est une maladie qu'on peut stabiliser, c'est dégénératif, donc on peut la stabiliser en améliorant la qualité de vie. Et chez certaines personnes, on arrive même à la réinsertion socio-professionnelle, reprendre une vie la plus proche de la normale. D'accord. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Bien sûr. C'est surtout le message qu'il faut. Et il faut entourer justement les personnes. Il faut expliquer au malade ce qu'il a en fait. Je pense que c'est ça qui est important, c'est primordial. Il faut lui expliquer gentiment, doucement, tout ce qu'il a, les thérapeutiques qu'on peut lui donner. Et c'est surtout le fait qu'il faut qu'il fasse des efforts, lui aussi, pour pouvoir garder, pour avoir une certaine mobilité et pour améliorer sa mobilité. Parce qu'il boite, il a mal, dès qu'il pose le pied, il a mal, donc il ne comprend pas. Il dit « je peux pas ». Mais il faut lui expliquer que quand même, s'il a mal, il faut absolument qu'il bouge encore, parce que c'est la fonction qui prime. Oui. S'il ne bouge pas, avec l'âge, les muscles diminuent, il va s'atrophier et ça va être un handicap et il va avoir des rétractions partout et il ne pourra pas et ça va encore aggraver. Oui. Alors il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une composante je dirais neurologique entre guillemets. Oui. Parce qu'il y a des récepteurs de la douleur qui font que, même sans grands signes radiologiques ou qui peut expliquer, il y a une douleur neuropathique, comme chez les diabétiques. Et donc là, il faut savoir les reconnaître et il faut les traiter suffisamment tôt pour éviter qu'on ait... Oui, il y a une altération de la qualité de vie. Et puis il y a une chose également très importante, c'est que les patients arthrosiques, les personnes âgées, ont plusieurs médicaments à la fois. Oui. Il faut se contenter des médicaments les plus essentiels. Donc il faudrait disposer de piluliers, comme ça le patient sait qu'est-ce qu'il a, et se contenter des médicaments les plus nécessaires, parce que des fois le danger vient des médicaments eux-mêmes. On a vu des patients qui ont des complications, qui sont même morts à cause des médicaments. Donc le danger, c'est pas parce qu'on a peur de la surtraitance, le surtraitement. Le danger vient si on surtraite, pas traiter ou bien surtraiter. Il faut savoir donner la juste mesure, ce qu'il faut aux patients. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de confusion non plus. Tout à fait. Avec tous les comprimés qu'ils ont à prendre pendant... Non, il y a en dehors des confusions, il y a des médicaments qui sont incompatibles. Oui. Selon les maladies chroniques qu'on a à côté aussi. Et avec les médicaments qui sont déjà utilisés. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est ce qu'on disait toujours, on en parlera peut-être tout à l'heure, il faut adapter la thérapeutique. On y reviendra. Qui doit être personnalisée. Oui. Et en personnalisant, on fait absolument tout. Très bien. Donc avant cela, on va quand même expliquer ce que c'est que l'arthrose exactement avec vous, professeur Judy. Alors, l'arthrose, c'est une détérioration de pratiquement tous les tissus du cartilage. Tous les tissus de l'articulation. Le premier, c'est le cartilage qui se détruit. Ensuite, on a parlé un petit peu de la membrane synoviale qui peut être enflammée. Oui. Et puis, il y a la plaque osseuse sous l'os. Il y a le cartilage qui est fixé à l'os. Cette plaque osseuse-là peut être aussi perturbée. Ça, c'est les trois principaux, mais vous avez aussi des atteintes du ligament et des tendons qui sont autour. Donc, c'est tout ça
l'arthrose. Ça implique absolument tous les tissus. Mais ça aboutit à la dégradation du cartilage. Tout ça fait que le cartilage diminue et perd de ses fonctions. Le cartilage, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un tissu qui est dépressible. Donc il est il amortit les pressions. Oui. Et il est fait de beaucoup d'eau. Et vous savez qu'avec l'âge, on perd de l'eau. Oui. Donc vous voyez un petit peu tout ça. Et dedans, il y a du collagène qui entoure, qui fait que l'eau reste là. Et à l'intérieur aussi, il y a des cellules qui ont des fonctions, qui fabriquent. Et je vous ai dit tout à l'heure que les cellules ont une orientation particulière. Elles sont, on en va passer des détails, oui. mais c'est très important parce que chacune des couches a une fonction bien particulière. Donc, si une des couches est altérée, on peut parler d'arthrose. Ah oui, de toute façon, que ce soit en bas, en haut, etc. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a des incidences thérapeutiques, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est ça, c'est une altération de toutes ces cellules. Alors, comment ça commence? Il y a une détérioration, un petit peu de cartilage, des débris de cartilage qui arrivent au niveau de l'articulation, dans la cavité articulaire. Et comme c'est un tissu qui est nouveau et qui n'est pas reconnu, il y a les cellules de la membrane synoviale qui vont fabriquer des médicaments qui vont essayer de le détruire. C'est des médicaments pro-inflammatoires. Et ensuite, il y a une réaction à cette réaction inflammatoire. Les chondrocytes, les cellules du cartilage, vont elles-mêmes fabriquer des éléments anti-inflammatoires. Et ça fait le cercle vicieux. Vous voyez un petit peu tout ça. Très bien. Ajouté au fait que, globalement, c'est ça. Quelles sont justement les articulations les plus touchées? Oui, docteur Chénier. Voilà. Et puis, en ce qui concerne l'arthrose, on ne parle plus d'une arthrose, on parle des arthroses. Il y a des arthroses. Il y a, comme l'a dit le professeur Jeudi, il y a les arthroses des genoux, des hanches, c'est les arthroses importantes. Il y a également au niveau du rachis, les rachis cervicales, l'arthrose cervicale, l'arthrose lombaire. Il y a également l'arthrose des doigts. L'arthrose des doigts qui n'obéit pas au même concept physiopathologique. Donc une arthrose des doigts, généralement, c'est une pathologie généralement héréditaire. Donc le mode de physiopathologique n'est pas le même. Mais il faudrait juste insister sur le fait que il y a une arthrose primitive et une arthrose secondaire. Maintenant, ce qu'on assiste beaucoup plus à l'arthrose qui est chez des personnes qui ont des problèmes métaboliques, problèmes de diabète, de dyslipidémie. Et puis, même justement, par rapport aux nouveautés thérapeutiques, ils visent ça parce qu'il y a ce qu'on appelle, comme a dit le professeur, le NGF, le Nerve Growth Factor. C'est une protéine qui est active, qui est elle augmente lorsqu'il y a une arthrose. Donc maintenant, les nouvelles thérapeutiques visent à stopper à stabiliser cette hormone. Voilà. Justement. Et du coup, réduire la sensibilité de douleur. Réduire la douleur. Réduire la douleur surtout. C'est réduire la douleur, mais pas réduire le... Pas réduire le processus. Les travaux actuellement, c'est essayer de diminuer ou de faire en sorte que l'arthrose évolue peu ou pas du tout. D'accord. C'est les nouvelles thérapeutiques. Très bien. Et là, on en parlera, si vous voulez, un petit peu tout à l'heure. Et on peut revenir sur les articulations les plus touchées avant de... Donc le genou, la hanche. La hanche, un peu moins chez nous. Oui. C'est toutes les articulations importantes. Toutes les articulations, le rachis. Et puis, effectivement, vous avez toutes les articulations peuvent être touchées. Mais c'est surtout les articulations importantes. Un petit peu moins les coudes, un petit peu moins les tibio-tarsiennes, elles sont en général secondaires. Et en général, les épaules, c'est pareil. Donc elles sont en général pour le rachis cervical, généralement, elle fait suite à des problèmes de posture. Donc avec la vie moderne, avec les PC, les smartphones, les tablettes, tout ça. Donc généralement les enfants, développent une arthrose précoce. On en voit à 30 ans, à 32 ans. C'est en rapport avec les mauvaises postures au travail, au volant, chez soi, en regardant la télévision. Donc généralement ça accélère le processus arthrosique dégradant. D'accord. Voilà. Et puis vous avez quelque chose de particulier qui est relativement fréquent, c'est l'arthrose des mains. Elle est aussi fréquente que l'arthrose du genou ou les autres. Et c'est un petit peu génétique. Et c'est un petit peu génétique et c'est surtout les femmes. Voilà. Et après la ménopause. Donc si on va dire une jeune fille, si sa maman a eu une arthrose au niveau des doigts, elle risque de voilà. Mais elle peut le prévenir. Entre guillemets, plus de chance, si on parle de chance, oui. de faire une arthrose des mains que les autres. Mais on peut le prévenir. Heureusement. Oui, avec un mode de vie... Traiter tôt, certainement. Et puis faire en sorte de réduire les facteurs de risque.
Très bien. Oui, docteur Kobo. Après, on a aussi certains facteurs de risque, d'ailleurs, comme tout ce qui est vices architecturaux des membres inférieurs, comme les génuvaromes, c'est ce qu'on Le appelle les mélange. genoux hauts. Donc ça prédispose à l'arthrose, à la gonarthrose, surtout le compartiment interne. On a aussi les traumatismes maltraités, donc des fractures maltraitées ou d'autres traumatismes répétés, surtout chez les sportifs. Donc tout ce qui est maltraité peut favoriser la survenue précoce d'arthrose. Donc d'où le traitement dès le départ, le traitement précoce, la prévention, afin de réduire cette incidence ou la survenue de l'arthrose. On parle des facteurs de Les risque. facteurs de risque, Les justement, facteurs oui, de risque, le professeur. premier des facteurs de risque, c'est l'âge. Oui. C'est une Après maladie, 65. c'est la maladie de l'usure de Mais c'est l'articulation. pas ça, oui. c'est tout vieilli. Oui. On a des rides, on a des cheveux blancs, on n'en a plus. Donc Et c'est puis- une maladie et de tout s'abîme, vieillissement. Tout Oui. s'abîme. Mhm. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des préventions pour éviter que ça s'abîme trop rapidement. Très Il y a bien. une usure. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est les hyperpressions. Qu'est-ce que les hyperpressions? Quand vous pressez trop, quand vous appuyez trop sur quelque chose, qu'est-ce qu'on appuie? Qui c'est qui appuie? C'est les vices architecturaux dont on a parlé, mais c'est surtout l'obésité. Oui. L'obésité, à force d'appuyer, bon, ça s'abîme. Hein, c'est Oui. comme une voiture. Vous la surchargez trop, ou Les amortisseurs finissent par lâcher. finissent par lâcher. Voilà. Et plutôt que normalement. Plutôt que normalement. Oui. Ensuite, vous avez toutes les maladies métaboliques. Diabète, Diabète, hypertension, obésité, hypercholestérolémie, tout ça. Oui. Ensuite, vous avez les malformations. Les malformations. Vous avez des malformations acquises ou des malformations, on est né avec des génuvaromes, en fait, des jambes en X ou en O, Oui. qu'elles soient primitives ou alors secondaires. Et puis vous avez rarement, ça peut arriver, c'est des affections du cartilage lui-même. C'est les chondrodysplasies. C'est les malformations ou comment expliquer d'une manière très simple, c'est des anomalies du cartilage. Qui apparaissent C'est génétique, plutôt chez on l'enfant. est- C'est voilà. génétique. Et bien sûr, il n'y a plus de cartilage, ça s'abîme très rapidement. Automatiquement. Oui. Et le fait d'avoir faire du sport intensément aussi. Ah oui, Oui. c'est l'hyperpression, ça. Et puis, vous avez des affections de l'os. Vous avez, je vous donne par exemple, une nécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire qu'une partie de l'os Oui. est abîmée, donc le cartilage, c'est un vide, le cartilage disparaît, et puis il y a l'arthrose qui apparaît. Qui apparaît. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a... Il y a et puis plusieurs vous facteurs. avez tout ce qui est fracture, infection, et puis vous avez les maladies chroniques, inflammatoires. Une polyarthrite rhumatoïde qui détruit le cartilage et finit par s'arthroser. Très bien. Un rhumatisme psoriasique, c'est pareil. Donc vous voyez un petit peu que ça regroupe toute une... Et ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs visages dans l'arthrose. Et c'est pour ça, quand je reviens encore, il faut adapter la thérapeutique. Chaque cas est un cas et chaque cas est unique. Ah oui. Exactement. Et Et nous chaque cas allons est unique. parler justement des symptômes. Quels sont les symptômes? En général, c'est la douleur en premier ou autre chose? Généralement, la douleur, c'est le premier symptôme, c'est le maître symptôme. Comme je disais tout à l'heure, la douleur, c'est une douleur de nature mécanique. Mécanique, ça veut dire qu'elle est accentuée par l'effort, et elle est calmée par le repos. Donc ça, c'est au début, et c'est le premier symptôme. C'est pour ça qu'on dit souvent aux patients, dès le premier symptôme, il faudrait consulter et voir un spécialiste pour essayer de réduire l'évolution et la progression de la maladie. La douleur peut devenir, il pourrait y avoir une réduction de la mobilité, et qui peut même s'installer, même des fois, un gonflement, bien une hydarthrose, un épanchement articulaire, et qui peut devenir vraiment une source d'handicap. Donc, et généralement, qui nécessite une prise en charge réelle. Donc, on peut faire une mise en décharge, des poches de glace, mais idéalement, on doit faire ce qu'on appelle une ponction infiltration chez un spécialiste. On retire un liquide et on injecte un cortisone. Généralement, c'est une pratique qui est redoutée et qui est mal perçue, entre parenthèses, par les patients. Généralement, on nous dit que... De mauvaises idées reçues sur cette pratique, oui. Et justement, on en profite de l'occasion pour dire que c'est une technique qui a de grands avantages. D'ailleurs, les sociétés savantes le recommandent, une société comme la SFR en 2020. D'ailleurs, il y a une très belle étude qui a été faite en Algérie. D'ailleurs, je tiens à saluer notre ami, un Algérien,
sujet de thèse, professeur Slimani, le sujet de thèse, c'était les éléments prédictifs de bonne réponse à une injection de corticoïdes éco-guidés. Et parmi les éléments qui étaient en faveur de bonnes réponses, c'était d'abord un poids qui était réduit. Il y avait une arthrose stade 2 et 3. Et parmi les éléments également, il y avait le gonflement. La présence de d'épanchement dans le liquide était un élément prédictif de bonne réponse à la ponction infiltration. Donc généralement, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. la présence de d'épanchement dans le liquide était un élément prédictif de bonne réponse à la ponction infiltration. Donc généralement, il faut se dire que le gonflement là contient ce que je vous ai dit tout à l'heure, des produits qui détruisent le cartilage. Oui. Si on ne l'enlève pas rapidement, si on ne le traite pas suffisamment tôt, il va faire des dégâts qui sont irréversibles. Parce que les lésions sont irréversibles. L'arthrose évolue, on ne revient pas en arrière. Il n'y a pas de médicaments qui reconstruisent le cartilage. Très bien. Et justement, quand il n'y a pas de... C'est pour ça que quand on explique au malade un petit peu tout ça, je pense qu'il arrive à comprendre. Bien qu'il ait des reçus, on m'a dit, Galouli, etc., on reste dans cette atmosphère-là qui est néfaste pour lui, qui est vraiment, vraiment pas bonne. Il faut ce qu'il faut. Il faut vraiment ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a toujours la douleur, justement? Est-ce que la douleur ne peut ne pas être ressentie, ou une personne qui résiste à la douleur pourrait ne pas ressentir qu'elle fait de l'arthrose? Vous avez des images radiologiques qui sont sans douleur. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la reconnaître. On peut en parler si vous voulez, la reconnaître. C'est des images radiologiques.
les images radiologiques. Mais vous pouvez avoir des images radiologiques chez des sujets qui sont relativement bien musclés, etc., et qui ont une usure et qui ont une fonction Il y a qui pas est de relativement parallélisme bonne. radioclinique. Ils ont de temps en temps des accrochages à droite et à gauche, mais ça ne les empêche pas de vivre pratiquement normalement. C'est pour ça que, si vous voulez, il n'y a pas de parallélisme. Bien que les lésions radiologiques importantes donnent des handicaps plus importants, mais vous pouvez avoir des images radiologiques chez des gens qui ne souffrent pas beaucoup et des gens qui souffrent beaucoup avec très peu d'images radiologiques. Il n'y a pas de parallélisme. Très bien. Oui, docteur Chihab. Et puis, il y a le profil psychologique du patient. Généralement, les patientes se plaignent plus que les hommes. Donc, je ne sais pas si c'est la nature de la femme, généralement, mais... En général, on dit le contraire. C'est les la sensibilité. Mais bon, c'est une question de sensibilité. Oui. Hypersensibilité à la douleur. Et puis, il y a un élément important, c'est que le facteur dangereux, facteur qui fait alarmer les patients, généralement, c'est l'impotence. Quand le patient devient impotent, c'est là vraiment où le patient et la famille s'inquiètent. Parce que là, on a une personne âgée, qui est alitée, qui ne peut pas subvenir à ses besoins. Généralement, c'est l'alerte. Généralement, on fait tout pour essayer de retaper une articulation déjà usée. Et généralement, des fois, c'est un peu trop tard. Oui. Parce qu'une fois arrivé à l'impotence, généralement, c'est le stade 4 de l'arthrose. Généralement, toutes les recommandations disent qu'il s'agit d'une indication de prothèse, carrément. Et ça reste une excellente solution. Donc, il faut faire la part des choses. Nous, en tant que rhumatologues, on essaie d'inculquer une bonne éducation thérapeutique et surtout savoir orienter le patient. Voilà, vous avez une arthrose évoluée, vous êtes candidat à une prothèse. C'est à vous de choisir. Vous pouvez faire la chirurgie et ça donnera de très bons résultats. Heureusement, en Algérie, maintenant, on a d'excellents chirurgiens, on fait de la bonne prothèse. Après, le patient, généralement, et c'est ce qui se passe le plus souvent, refuse la chirurgie et préfère errer, entre parenthèses, errer entre les médecins, entre les non-médecins et les robots. Et c'est malheureux. C'est pour ça qu'en fait, il faut absolument expliquer. Ça s'appelle l'éducation thérapeutique, c'est l'information du patient. Voilà. Quand vous informez le patient en disant voilà ce que vous avez comme radiologie, regardez par rapport à quelque chose qui est normal, regardez là où l'épaisseur du cartilage, là où il n'est pas atteint, et l'épaisseur du cartilage ici, il n'y en a pratiquement plus. Vous continuez, de toute façon, ça ne va pas s'améliorer. Quel que soit X, ça ne s'améliorera pas. Il y a une qualité de vie. Et la qualité de vie, vous avez besoin de pouvoir vivre, pouvoir bouger, etc., marcher, monter, descendre des escaliers. Là, il y a des propositions. Il ne faut pas attendre le handicap total où vous n'avez plus de muscles et vous avez tout détruit. Et puis, comment voulez-vous mettre une prothèse sur quelqu'un qui a déjà un genou qui ne s'étend plus, qui est comme ça le résultat est moins bon. C'est pour ça que... La chirurgie est conseillée à quel stade, justement? Si vous voulez... Ça dépend de l'handicap. Voilà. Ça dépend de l'handicap. Quand il y a vraiment une impotence. Voilà, ça dépend de l'handicap qui est important. Quand il est vraiment important, les qualités de vie qui étaient importantes. Je veux dire que... et c'est vrai qu'après, surtout quand il y a des deux genoux qui sont atteints, vous faites une prothèse d'un genou, c'est la dame qui vient ou le monsieur qui vient vous dit quand elles ont chauffé le genou. Le deuxième, oui, c'est clair. Et justement, la fatigue, elle peut être aussi... ça peut être aussi un symptôme, docteur Kamoun? Bon, on va dire fatigue, c'est pas vraiment un maître symptôme, c'est plus la douleur, la raideur, donc un blocage de l'articulation. Mais après, si on se retrouve devant un patient avec beaucoup de déficiences, c'est un patient qui perd ses capacités de marche et tout, donc il y a carrément cette restriction de participation dont il n'arrive pas à vaquer à ses activités quotidiennes. Donc s'il y a une petite dépression qui s'installe, c'est normal qu'il y a tout ce qui est asthénie qui va suivre. En plus, là, c'est vraiment d'où l'intérêt de la prise en charge multidisciplinaire entre les différents spécialistes de l'appareil locomoteur et surtout précoce afin de prévenir, ralentir l'évolution, éviter tout ce retentissement sur toutes les articulations, même les autres articulations d'ailleurs. Exactement. Parce qu'attention, quand une articulation fait mal, les autres suivent. elle a tendance à se rétrécir un petit peu, à se fléchir. D'accord. Moins de mobilité. Et cette flexion-là fait que là encore, ça aggrave. Parce que ça, c'est pas la physiologie de l'articulation. Vous appuyez plus d'un côté, déjà il est abîmé, vous abîmez, surtout quand il est fléchi un petit peu, vous abîmez le cartilage fonctionnel, là où on appuie, on passe le pas.
Oui. Donc inexorablement, il va vers la catastrophe. Effectivement. Et il faut absolument, c'est pour ça que la rééducation fonctionnelle est relativement importante, il faut absolument qu'il arrive à avoir une marche relativement normale avec une musculature suffisamment bonne pour Oui. qu'il puisse se gérer, se prendre en charge et faire bouger son articulation pour qu'elle puisse le maintenir aussi dans une position qui soit la plus adaptée. Effectivement. Et si je continue dans la Oui. même idée, si on a une articulation qui est atteinte et il y a une installation de raideur, une articulation qui est bloquée, donc le patient va avoir une boiterie lors de la marche et automatiquement lors de cette boiterie, il peut avoir un retentissement sur les autres articulations du corps. S'il y a le genou qui est Rachis. atteint, on peut avoir un retentissement sur la hanche et sur le rachis. Et là, le cercle vicieux commence et c'est une arthrose polyétagée, polyarticulaire et c'est ça où on a réellement le vrai handicap qui s'installe. Oui, docteur Ouais. Chihab. Justement, on va revenir sur les mesures non médicamenteuses pour commencer. Quelles sont les mesures non médicamenteuses recommandées, docteur Kemoun? D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études entre les deux sociétés savantes, la SFR, la Société française de rhumatologie, et la Société française de médecine physique et de réadaptation, qui parlent des traitements non pharmacologiques. Il y avait plusieurs recommandations qui ont été mises en place. Donc, commençons déjà par le chaussage qui joue un rôle important. Donc, favoriser tout ce qui est chaussures souples, à contreforts latéraux qui maintiennent bien la cheville, et éviter les chaussures plates. Donc, déjà, ça, c'est important. Tout ce qui est chevillère, oui. Avec un amortisseur. Avec un amortisseur, Voilà. effectivement. On a tout ce qui est contention, comme les genouillères qui ont été un peu revues. Avant, on les prescrivait à tort et à travers, mais là, ça a été un peu revu. On va vers plus surtout quand il s'agit du genou, vers une genouillère articulée avec une petite décompression du compartiment interne. Donc, tout ça fait partie. Il y a eu des choses qui ont été revues, comme tout ce qui est élastoplaste, du tape, qui ne sont pas vraiment recommandés. On a la physiothérapie qu'on utilise nous en rééducation, en MPR. Donc la physiothérapie qui est utilisée seulement en cas de poussée, donc de douleur, mais il faut éviter de la faire régulièrement. Mais c'est beaucoup plus renforcement musculaire, donc entretien de l'articulation, mobilité, entretien de la masse musculaire. Très bien, oui, Et puis docteur pour Chihab. rajouter un élément important, c'est que parmi les éléments non pharmacologiques en dehors des médicaments, il y a d'abord le diagnostic précoce. Donc, traiter tôt, ça permet de poser un diagnostic précoce. Il y a la perte de poids, elle est capitale. Il faut savoir que si une personne perd 5 kg, il y a 30% des douleurs qui régressent. Et si une personne perd 10% de son poids, donc si quelqu'un pèse 100 kg, et s'il arrive à perdre 10 kg, donc c'est 50% de ces douleurs qui disparaissent sans médicaments. Donc ça, c'est très important. Donc l'autre chose, en dehors de en plus de ce qu'a mentionné notre consoeur, c'est le milieu dans lequel il vit. Donc il faut adapter son entourage. Donc, par exemple, comme au niveau des sanitaires, préférer des sanitaires anglaises. Oui. Surtout pour les genoux, pour les hanches. Ça favorise, voilà. En plus, il y a Avec des supports. Des supports sur les côtés, oui. Des supports pour ne pas aggraver un petit peu l'articulation. Et surtout, éviter que le patient reste dans son lit. Il faut qu'il bouge minimum une demi-heure à 45 minutes par jour. La sédentarité peut aggraver la Tout situation. à fait. Trop marcher, c'est pas bien. Ne pas marcher, c'est pas bien. Il faut savoir rester actif à sa manière. Si le bonhomme va au marché chercher son petit pain, il faudrait qu'il persiste à aller chercher son petit pain. On ne prescrit pas de séances de sport, on va dire, ou Si, d'une non, activité attendez, physique c'est adapté à la douleur. C'est adapté, on dit, à la douleur et au type à l'âge, etc. Il faut adapter toutes les activités, etc., en fonction de son handicap et de sa douleur relativement importante. Il ne faut pas oublier beaucoup. Il y a effectivement le poids, Oui. qui est très important. Il faut absolument qu'il perde de poids. Il y a l'alimentation. Aussi, il faut avoir une alimentation relativement équilibrée, méditerranéenne qu'on n'a plus. Jadis, ou Jaons, on l'avait, maintenant on l'a plus. Maintenant, c'est quelles que soient les familles. On a plein de choses qui ne sont... Une alimentation ultra transformée, Oui, de la junk absolument, food, absolument, oui. absolument. Et ça, c'est relativement important. C'est toutes ces choses-là, et puis la prise en charge familiale, si vous voulez, qu'on a L'entourage, perdu, oui. qu'on est en train de perdre nous aussi. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas trop... Alors, la difficulté, c'est qu'en général, il y a deux choses. Soit la famille
et trop près du malade, ne bouge pas, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Trop protecteur, et c'est à ce moment-là, c'est handicapant, oui. Ou alors, c'est tu bouges pas, etc. etc. Et je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai ce que dit le docteur Chieb. Oui. Il faut toujours, quand on a une personne au-delà de 65 ans, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille, qu'on lui explique pour que la gestion se fasse mieux et pour que le passage, la communication entre les enfants et la personne malade passe mieux, parce qu'on l'aperçoit mal. Oui. C'est le fils qui me dit ça, c'est la fille qui me dit ça, etc. Très Donc bien. ça, c'est relativement important. Et je voulais revenir justement sur l'alimentation et la nutrition. On dit qu'une alimentation trop acide pourrait favoriser aussi l'aggravation de l'arthrose. Docteur Koumoun, vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui, donc trop acide, et moi j'irai un peu loin. Je dirais que l'arthrose peut commencer dans l'intestin. Une petite métaphore. Donc tout déséquilibre du microbiote intestinal peut favoriser la survenue de l'arthrose. Qui dit perturbation du microbiote, dit alimentation acide, qui dit acidité dit tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est acide gras, trans, tout ce qui est alimentation transformée. D'où le fait que l'arthrose peut être réellement provoquée par une mauvaise alimentation. Donc d'où l'intérêt de commencer à corriger son alimentation, Une bonne perdre hygiène de du vie poids aussi, oui. aussi. D'ailleurs, quand on parle de poids, il n'y a pas que les contraintes mécaniques du poids. Il y a aussi tout ce qui est graisse viscérale qui permet la sécrétion de facteurs pro-inflammatoires Inflammation. qui favorisent la destruction du L'obésité est une cartilage. inflammation généralisée. Voilà. C'est une maladie, l'obésité. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est une maladie. Voilà. Qui peut aggraver donc Non, source c'est une d'inflammation. Oui, Voilà. il y a des D'inflammation. études récentes qui ont établi un lien Tout à entre fait. le microbiote et la réaction inflammatoire particulière. Donc c'est pour ça qu'il y a des aliments qui sont, entre parenthèses, Incriminé, oui. alors, la viande rouge, les produits alimentaires surtransformés, il y a le sucre raffiné. Ça, c'est des produits qu'il faudrait quand même réduire au maximum. Revenir à un régime méditerranéen classique. Voilà. Effectivement, donc revenir au régime méditerranéen. Qui dit régime méditerranéen, c'est un tout, c'est toute une hygiène de vie, c'est prendre le temps pour manger, savourer, manger frais, manger local, Bien fruits, mastiquer. légumes, et se mastiquer bien. Donc on dit qu'il faut mâcher jusqu'à 20 fois. Voilà. Et on a aussi le fait de bouger, donc cela fait partie de notre culture méditerranéenne. D'ailleurs, actuellement, on parle d'activité physique adaptée pour l'arthrose. Donc on est en train d'instaurer tout ce qui est activité aquatique, tout ce qui est activité adaptée comme le yoga, dès le départ pour accompagner le traitement pharmacologique et même le traitement rééducatif. Très bien. Et nous passons tout de suite au traitement pharmacologique, les médicaments, justement. Alors, Oui, les donc, professeur Claudie. médicaments, alors ça dépend de différentes sociétés et en pratique. Alors tous les médicaments qu'on utilise, c'est des médicaments qui ont des inconvénients. Ils peuvent avoir des inconvénients relativement importants. Même le paracétamol qui est utilisé a des risques incommensurables. Il y a déjà le foie. Oui. Un surdosage de paracétamol, oui. Oui, Oui, mais c'est sûr. et continue. Mais on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des problèmes cardiaques aussi. D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on Il y prescrit avait même des problèmes digestifs. Donc, si vous voulez, c'est faire passer le cap de la douleur. Alors, il y en a qui utilisent les anti-inflammatoires. Alors, on va parler des anti-inflammatoires, que ce soit en topique, c'est-à-dire en pommade, ou en comprimé. Chez des sujets âgés, c'est un petit peu difficile. Alors, tout en sachant que les topiques, les pommades, les crèmes, qu'on passe sans masser Oui. sur la partie douloureuse, donnent aussi bien que les comprimés. D'accord. Donc, pas obligatoirement des comprimés, on peut très bien prendre une pommade. Oui, mais allez Mais- dire au malade, voilà, je vais mettre une pommade, etc. Donc attention. Ça, c'est les nouvelles recommandations, si vous voulez, les recommandations récentes, qu'elles soient américaines, françaises ou anglaises ou canadiennes, etc. Globalement, c'est ça. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens et c'est les mais le plus court, la dose la plus faible possible et la durée la plus courte possible. Parce qu'il y a des effets secondaires relativement importants. D'accord. Et alors, vous avez différents anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a ceux qui protègent, qui n'altéreraient pas, entre guillemets, le tube digestif et sur haut, oui. c'est-à-dire l'estomac, tout en sachant qu'il peut entraîner des problèmes coliques. Et puis, vous avez les autres. Et c'est en fonction des médicaments, tout en sachant que là encore, il y a des surrisques en fonction de l'âge, comme c'est des sujets âgés. Attention aux anti-inflammatoires. Et c'est des polymédicamentés
De temps en temps, c'est très difficile. Oui. Ça, si vous voulez, c'est la gestion de la Le douleur. risque, c'est la iatrogénie. Et oui, C'est la iatrogénie. c'est ça. C'est Et pour- on peut avoir une explication justement? La iatrogénie, généralement, c'est l'action synergique de plusieurs médicaments à la fois. D'accord. On peut trouver un cardiaque qui est sous diurétique, IEC, qui a du l'aspirine. cholestérol, de l'aspirine. Donc imaginez 5 ou 6 produits pour Vous rajoutez. son cardiopathie hypertensive, pour son asthme. Donc il y a une panoplie d'une dizaine ou bien de vingtaine de médicaments. Oui. Aucun médecin au monde ne peut connaître et savoir exactement les interactions médicamenteuses. Donc c'est une bombe à retardement. C'est pour ça qu'on privilégie, on insiste tout le temps à chaque patient, lorsqu'il part chez le médecin, il faut qu'il ramène avec lui tous ces médicaments, essayer de coordonner avec ses médecins, si on peut les contacter, pour essayer de ne garder que les médicaments essentiels. Et si je peux encore rajouter par rapport aux médicaments, donc il y a encore les médicaments antalgiques de palier 2, donc comme la codéine ou bien le tramadol, associés ou non avec du paracétamol. C'est des médicaments qui peuvent répondre à la douleur, mais qui ont des effets secondaires quand même assez pas bien. Donc c'est pour ça que généralement les patients font des chutes, surtout s'ils chutent, il peut se fracturer un col, il peut se fracturer une vertèbre. Donc c'est pour ça qu'on a généralement le risque et la hantise de ça. C'est pour ça qu'il faudrait toujours insister pour qu'il y ait une tierce personne avec le patient, généralement patient malade. Donc en dehors des ANS du paracétamol, on peut rajouter également les injections de cortisone, on revient tout le temps, ils sont efficaces en cas de poussée. Il y a également les injections d'acide hyaluronique également qui sont très efficaces également, surtout pour les personnes à un stade avancé et qui refusent la chirurgie. Donc ça peut quand même un petit peu huiler l'articulation, c'est des fluidifiants. Lubrifier. Voilà, pouvoir retrouver une vie. Il y a une chose qui est importante, là, si vous voulez, ça c'est du point de vue général, la douleur, la gestion de la douleur. Oui. La gestion de la douleur. Et c'est vrai que les médicaments de palier 2, les opioïdes, etc., on les utilise de moins en moins parce qu'il y a une accoutumance. Bien. Et deuxièmement, vous avez des risques relativement importants. C'est la somnolence, etc., ce qui a été décrit. Maintenant, restent les problèmes en fonction de la clinique. Si vous avez une poussée inflammatoire, une poussée congestive, c'est-à-dire que vous avez du liquide dans une articulation, il faut la vider. Il faut la vider et mettre un anti-inflammatoire localement, un corticoïde. Et le corticoïde là, et puis il faut éviter de trop bouger pendant quelque temps. Ensuite, il ne fera pas ses activités physiques habituelles, mais il attendra une dizaine de jours, 15 jours pour pouvoir reprendre ses activités normales. Très bien. Et puis il y a ce qu'on appelle des traitements dits de fond. Et c'est les médicaments, on en parlera. Les anti-arthrosiques de synthèse, qui n'ont que le nom qui est là. C'est des médicaments qui ne sont pas remboursés parce qu'ils ont un service rendu qui n'est pas suffisant pour être remboursé. D'accord. Et quelle est l'action justement de justement, peut-être dans l'arthrose des mains. Oui. Le seul qui pourrait être donné, parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'effectivement c'est le seul qui pouvait donner quelque chose, c'est la chondroïtine. La chondroïtine sulfate, qui peut donner. Tous les autres médicaments peuvent être donnés sans grande conviction. Reste maintenant les gestes locaux, c'est-à-dire le lubrifiant. Lubrifiant, ce qui permet de bouger un petit peu, c'est comme de l'huile, c'est l'acide hyaluronique. Oui. C'est pour ça qu'on injecte de l'acide hyaluronique chez les sujets qui ont déjà un stade de un peu plus que 2, 1 ou 2, pas trop tard. Parce que trop tard, ça ne fera pas grand-chose. Mais au début, on peut injecter. Alors, on avait beaucoup discuté sur le poids moléculaire, etc. Le poids moléculaire intervient très peu dans l'action. Alors, le problème aussi, c'est qu'il n'est pas remboursé, parce que le service rendu n'est pas suffisant pour être remboursé, mais des études ont été faites. Au bout de 3 mois, quand vous recevez l'acide hyaluronique, quelle que soit l'unidose ou les 3 doses, la douleur diminue dans la majorité des cas. Très bien. Au bout de 3 mois. C'est pour ça que c'est un cycle de 3 à 6 mois. Généralement, les patients retrouvent une certaine autonomie et ça leur permettra quand même de rester, entre parenthèses, autonome.
Oui, docteur. Justement, surtout lorsque tout cela est suivi par la suite d'une prise en charge rééducative. Ah oui, Et on va dire que non, se ça c'est complète. obligé ça. Exactement, donc Ça, ça c'est se complète. Ça c'est systématique, Effectivement. quel que soit le stade. Effectivement. Donc ça améliore la réponse au traitement. Non, et quel la que soit le qualité de stade. vie, Il effectivement. faut qu'il y ait un accompagnement. Effectivement. Et je voulais aussi revenir sur les corticoïdes, justement, l'idée reçue qu'il y a sur les corticoïdes. Si on peut justement rassurer les téléspectateurs, On va pas les faire toutes les Je semaines. profite de cette Oui. occasion-là pour dire un élément très important, c'est que les corticoïdes, c'est pas un diable. Donc c'est des médicaments. D'ailleurs, les premiers médecins qui ont fabriqué les corticoïdes ont reçu le prix Nobel. Donc c'est des médicaments qui sont, si utilisés à bon escient, ça donne d'excellents résultats. Comme Donc tout. si on voit le bon médecin, la bonne indication, la bonne pratique, maintenant on fait des injections sous échographie. Donc la plupart des neurorhumatologues et de nos rééducateurs font des gestes éco-guidés. Il y a plus d'efficacité. Et puis on peut en faire plusieurs fois dans l'année sans aucun risque. Il n'y a pas de risque d'ostéoporose, il n'y a pas de risque de surinfection, il n'y a aucun risque ni de diabète ni rien du tout. Le plus important, c'est que ça reste des très bons médicaments et qu'il faut utiliser. Surtout, il y a les recommandations qui insistent pour injecter un corticoïde local en cas de poussée congestive. très bien. C'est pas un antalgique. Oui, C'est pas un antalgique, c'est un anti-inflammatoire. anti-inflammatoire. Donc attention, ça sert à rien de faire des injections dans un genou sec ou une articulation qui est sèche. Oui. Il vaut mieux donner autre chose. Très bien. Et justement, je voulais revenir sur l'impact de la cure thermale. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que c'est utile? Oui, docteur Kmoun? Oui, la cure thermale est recommandée. D'ailleurs, elle fait partie des recommandations. Donc, en dehors des poussées congestives, en dehors des douleurs, on peut toujours faire des cures thermales. Ça aide à améliorer la mobilité articulaire, la qualité de vie par la suite. Très bien. Psychologiquement, il y a une Un prise en bien-être. charge. Un bien. Il y a une prise en bien-être. C'est charge. une villégiature. La personne, elle est prise en charge, elle est choyée, elle est dans un environnement, elle est nourrie, donc à la limite, elle n'a rien à perdre. Oui, exactement. Elle est dans, En plus, elle et est puis déchargée dans, des tâches ménagères. En plus. elle est dans l'eau, on s'occupe d'elle, donc c'est parfait. Donc ça Mais aide. si vous voulez, c'est transitoire. Il faut que ce qu'elle aurait appris comme geste à faire au niveau, parce que là, elle est dans un environnement qui est pris en charge, la douleur est prise en charge. Il faut qu'elle se rappelle, il faut qu'elle suive les recommandations, les gestes Oui. et l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. La fraction de se lever, de s'asseoir, de marcher, etc. Marcher en boitant, ça ne sert à rien. Il faut éviter. Alors, on n'a pas utilisé aussi, on n'en a pas parlé, mais la canne aussi, il faut l'utiliser quand la douleur est relativement importante. Oui. Et c'est de l'autre côté. Donc si le genou droit est touché, c'est canne du côté est gauche gauche. qu'on tient la canne. C'est ça. Et chaque fois qu'on passe le pied gauche, la jambe gauche, on appuie sur la canne. D'accord, La canne, la jambe, ça devient la canne. Voilà. très bien, La jambe malade devient la canne. très bien. Au lieu d'appuyer sur la jambe, on appuie sur la canne, et ainsi de suite. Les patients ont du mal avec la canne. C'est difficile. C'est On difficile leur de apprend. leur faire accepter. On leur oui. apprend, on leur apprend. Non, mais on leur apprend. Oui. C'est tout un travail qui se fait, donc Oui. de coordination. C'est le canne temps, c'est le temps, il faut prendre le temps. Et le pas, et ils apprennent comment monter et descendre les escaliers avec une canne, et ça se fait. D'ailleurs, si je rebondis sur ce qu'a dit le professeur Djoudi, c'est l'ergonomie, donc c'est les règles d'ergonomie Absolument. ou l'économie articulaire. Donc on leur apprend comment faire certains gestes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, adopter les bonnes postures, afin de préserver leurs articulations le plus longtemps possible. On revient, si vous voulez, un des facteurs favorisants, c'est la pression Oui. sur l'articulation. Hyperpression. Voilà. C'est éviter d'avoir une hyperpression sur une articulation qui est déjà malade. Donc on aggrave. Très bien. Un dernier mot, docteur Chihab, on arrive à la fin de l'émission, Ah, donc un déjà dernier vite. conseil. Oui, ça passe très vite. Je profite également pour cette occasion-là pour dire que l'arthrose, ce n'est pas une fatalité. On peut vivre avec le plus long moment du monde. Le plus important, c'est dès qu'il y a les premiers symptômes, il faut aller voir le médecin. Traiter précocement, c'est avoir une évolution moins agressive. Oui. Donc on peut réduire, il faudrait quand même essayer de manger sainement, revenir au régime méditerranéen. Oui. Faites l'activité physique, l'activité physique à tout âge. La marche, c'est recommandé Éviter à la tout âge. sédentarité. Et puis rester serein. Voilà. Professeur Djoudi, un dernier conseil?
Non, conseil, bon, il a pratiquement tout dit. Mais Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi. Non, oui. ce qu'il y a, c'est qu'il y a de nouvelles thérapeutiques actuellement qui sont en la recherche pour effectivement faire en sorte que le cartilage se détruise le moins possible. À la fois sur le cartilage, et parce qu'il y a de nouveaux médicaments qui sont en train d'être testés. Et puis, il y a de nouvelles... on est en train d'étudier l'environnement. Il y a de l'espoir, on va dire. L'environnement, Oui, quand je dis l'environnement, c'est dans l'articulation. dans l'articulation. Et analyser absolument tout. Les lipides, par exemple, il y a un travail qui est fait actuellement qui est fantastique, qui est fait par des Canadiens, et qui montre que effectivement, il y a plus de graisse Oui. chez quelqu'un qui a une arthrose que quelqu'un qui n'en a pas. Des lipides. Alors donc c'est peut-être une piste. Voilà. Merci, professeur. On arrive déjà à la fin. Un dernier mot, docteur Kemoun. J'insiste sur la prise en charge multidisciplinaire et je dirais que chaque spécialiste de l'appareil locomoteur a quelque chose à apporter pour le bien du patient. Et s'il y a quelque chose sur laquelle j'insiste, c'est bien bouger. Donc bouger pour votre santé. Moving. Très bien. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne, surtout voilà, et une bonne continuité avec les programmes de la chaîne. Au revoir.